Kitano, un nom qui claque comme une rafale. 3 syllabes, tirées à bout portant et qui ont foudroyé les écrans et les consciences du monde entier. Kitano, c'est le nom d'un réalisateur et comédien japonais, d'un ronin du cinéma, surgi de nulle part et qui a hissé le film noir au rang des beaux-arts. C'était la fin des années 90. Un public sans voix découvrait la face balafrée d'un autre cinéma japonais, bien loin de ces films imberbes et polissés qui venaient d'ensevelir le cinéma des samouraïs. En seulement 2 films emblématiques, Hanabi et L'été de Kikujiro, Kitano a inventé un nouveau langage visuel, aussi noir et violent que mélancolique. Plus encore, le réalisateur en profitait pour se créer à l'écran un personnage de dandy, aux jeux tendus, réglé sur les secousses sismiques de sa paupière. Mais derrière ce visage mutique, qu'il porte comme un masque de théâtre no, Kitano dissimule la figure d'un double hystérique, d'un joker dément appelé Beat Takeshi. すいません、田口さん。あ、いや、こいつよ。あんたのファンだよ。そっくりだろ。こんなメイクじゃわかんねえやバカ野郎お前。俺の顔はピエロかよ。Ici, au Japon, Kitano, le metteur en scène, n'existe pas. On ne connaît que Beat Takeshi, son nom de scène. Le pseudo d'un saltimbanque désaxé qui rythme les pulsations de l'Empire des Signes. On dit de lui qu'il possède ce don d'ubiquité, propre aux divinités insulaires, qu'il est passé maître dans la création d'avatars. The Beat, Takeshan et parfois Kitano, son passeport international. C'est un art du déguisement qui lui permet de mieux duper et malmener cette culture japonaise si conservatrice. Cette société du spectacle permanent, où les uns le réduisent à un amuseur du petit écran, quand d'autres l'admirent comme auteur de cinéma, romancier, mais aussi pop star, chroniqueur politique, artiste peintre. Kitano est tout cela à la fois. Et c'est bien le pouvoir fusionnel de son expression artistique qui a fini de faire de lui une légende du soleil levant. Comme je fais des émissions comiques depuis de nombreuses années, j'ai la réputation d'un type qui n'est jamais sérieux. Et du coup, c'est ancré dans les esprits. Si bien que même quand je dis des énormités, personne n'est choqué. Alors que ça ferait scandale si quelqu'un d'autre le disait. Oh, les gens se sont fait une raison. Kitano, je pense, c'est un des plus grands esprits libertaires actuels du Japon contemporain, quoi. Le fait qu'il soit aussi irrévérencieux, aussi culotté, aussi libre sur les plateaux de télé, c'est quand même faire un peu de politique. Je vois presque Kitano comme un philosophe qui s'amuse, au nom d'une certaine absurdité un peu existentielle. Le rire de Kitano, je pense, c'est un rire, en fait, politique. C'est un rire, je trouve, vraiment provocateur. Le paroxysme ne l'effraie pas du tout. À l'époque où je commençais à être très connu comme comique, je n'avais pas peur de critiquer ouvertement mon pays.
On disait de moi, Beat Takeshi, c'est un vrai rebelle. C'est l'agent provocateur de la société japonaise. Beat Takeshi est pris pour un marginal. Et en fait, c'est tout le contraire. La société est en décadence, mais lui reste très lucide. 社会がこれだけ崩れたからあいつが異端児に見えるだけだって言ってるわけね。私はちょうど60年前の今日、当時12歳だったその日、母に連れられて日の丸の旗を持つ大勢の群衆の中にいました。母は私の頭を押さえ、頭を下げろ、消してあげるんじゃない、ポコポコ殴りながら罰が当たるぞと言いました。On ne peut pas comprendre Kitano, l'homme de télé, l'homme de cinéma, et même aujourd'hui le peintre, si finalement on ne revient pas d'ailleurs à son enfance. C'est qu'il est né à Umejima, dans le nord de Tokyo, dans un quartier très pauvre, qui avait été complètement anéanti par les bombardements américains pendant la guerre. Et il faut imaginer le petit Kitano qui grandit à Adachi, dans le quartier d'Adachi, au nord de Tokyo, dans un Tokyo un petit peu dévasté, occupé par les forces américaines. Ils sont 4 enfants à la maison est toute petite, donc ils se serrent, ils dorment comme ils peuvent dans des pièces minuscules, la lumière manque. Il a connu la faim. Pour lui, une boule de onigiri, c'était un repas, quoi. Donc c'était... boule de riz pouvait constituer en fait un certain luxe. Kitano et sa famille, ils ont tellement souffert, vraiment, de ces années de privation après-guerre. Il a vu son père trimé, très très dur, sa mère également. Je pense qu'il a développé enfant un vrai sentiment de colère, une forme de révolte. Mon père, il était peintre en bâtiment. On habitait dans un quartier populaire, avec des ouvriers. Et les gamins de ce quartier ne faisaient que des conneries. Et moi, je faisais partie de leur bande. À l'école, les profs me grondaient. Ils me mettaient des baffes. Du coup, j'ai commencé à me rebeller. Alors, je guettais la moindre erreur du prof pour le contredire, et ça le mettait hors de lui. Vu d'où on venait, la police nous prenait toujours pour des délinquants. J'ai pris l'habitude à cette période de râler et de me rebeller contre toute forme d'autorité. La présence tyrannique de son père pousse le jeune Takeshi à s'évader de l'atmosphère oppressante du foyer. Il traîne dans les rues du quartier, joue avec les gosses des petits malfrats du coin, des fils de yakuza, des réprouvés, comme lui. Leur seul passe-temps, c'est de guetter le passage dans leur quartier du Kamishibai, le théâtre d'images ambulant. Le conteur de Kamishibai arrivait en vélo et il tapait avec des morceaux de bois pour annoncer le spectacle aux enfants. Les enfants devaient acheter un bonbon pour voir le spectacle. Moi, le conteur me lançait des cailloux parce que je m'approchais sans payer. Alors je me débrouillais pour jeter ma balle juste à côté du Kamishibai pour pouvoir jeter un œil sur le spectacle. Il me disait « Tu le fais exprès ?» Ça l'énervait un peu. Mais comme mon quartier était mal fréquenté, le conteur s'était à peine fait entendre que son matériel avait disparu. On lui piquait son matos et on faisait notre propre Kamishibai. Il devenait fou, il appelait la police. Et nous, on détalait. Ah, il criait « Je ne mettrai plus jamais les pieds ici !» Ah, on l'aimait bien, le Kamishibai.
Quand j'y repense, c'était assez méchant. Et après, le Kabishibai a arrêté de venir dans notre quartier. Les années 60 sonnent la renaissance de la société japonaise. Les périodes de disette et du marché noir d'après-guerre ne semblent plus être que de mauvais souvenirs. Le Japon a opté pour le nouveau modèle de croissance économique américain et la famille de Kitano découvre, comme le reste du monde, cette culture de la consommation qui tranche avec l'ascèse japonaise. Le tailleur et le complet le disputent désormais au kimono. Et la télévision s'invite, près de l'hôtel à prière, en déversant devant les yeux avides d'un petit Takeshi ses programmes de comiques américains, comme Charlot et Laurel et Hardy, deux influences majeures qui marqueront bien plus tard le style burlesque du futur Beat Takeshi. Kitano rentre à l'université Meiji de Tokyo en 1966 pour y poursuivre des études scientifiques. Il lit alors tout ce qui lui tombe sous la main, manuels de physique, de biologie, d'histoire. Il se passionne pour la littérature japonaise, mais aussi française. Sartre lui plaît, mais c'est Debord et sa pratique du détournement qui l'attirent. Et quand surgissent les mouvements de la contestation étudiante de 68, l'adolescent rejoint les barricades et joue au situationniste en herbe aux côtés des révolutionnaires en marche. On était tous fascinés par le quartier latin. On voulait transformer notre campus en quartier latin. On avait cassé des briques pour les balancer. Et on faisait ça sans savoir pourquoi. Nous, on se disait que c'était en signe de contestation contre le gouvernement. Alors on balançait des pierres. On chantait des chansons, mais sans en comprendre le sens. En fait, c'était des chants militaires. On s'est dit, mais c'est débile. On voulait chanter l'Internationale, mais on ne connaissait pas les paroles. Alors on a chanté des chants militaires. Et on s'est fait engueuler. Kitano est déjà cet électron libre qui rechigne à se fondre dans les groupes. La vie universitaire l'ennuie et les discours politiques l'agacent. Quant à la promesse faite à sa mère de poursuivre des études d'ingénieur, elle s'évanouit dans les volutes de fumée des clubs de jazz de Shinjuku. Car Kitano passe désormais ses nuits dans ce quartier du centre de Tokyo où se côtoient artistes de la scène underground et figures du milieu interlope. Cette mixité lui plaît. Mais il s'aventure ensuite dans un autre arrondissement plus populaire et qui a su préserver ses traditions, Asakusa. C'est le quartier historique des cabarets et des théâtres, et Kitano s'y sent immédiatement chez lui. Il se lie d'amitié avec des comédiens et quitte alors définitivement la fac pour s'installer parmi eux. Kitano a découvert Asakusa avec un de ses copains ensemble, ils ont fait les rues d'Asakusa, les cabarets comiques, les théâtres. Il a découvert le pouvoir de l'humour. D'ailleurs, où trouve-t-il un de ses premiers petits boulots? C'est quand même dans un théâtre, au Cabaret Français. C'est un cabaret comique. Et il était, à ce moment-là, garçon d'ascenseur dans ce cabaret. Konnichiwa, Beat Takeshi です。私がですね、ここフランス座にですね、何年か前に弟子入りしておりまして、この深見千三郎という師匠に弟子入りしたわけなんですけども、まあ師匠に最初に言われたのはですね、ただいまのように、エレベーターの中でまあ一日中タップの練習をしろと、そのおかげでですね、今私はですね、タップにおいてはですね、日本で一番下手だと言われております。あまり役に立ちませんでした。Le propriétaire du théâtre, Senzaburo Fukami, qui est devenu plus tard son maître, son mentor, lui a dit, écoute, il y a un comédien qui est malade, tu vas le remplacer tout de suite comme ça, apprends très vite les dialogues. Et il a démarré comme ça, on l'a envoyé comme ça sur les planches, habillé en travesti, et il a fait plier de rire la salle. Déjà de la provocation, beaucoup. Il a compris que pour
plaire, il ne faut pas hésiter à choquer, à provoquer. En fait, il brille sur scène, il a un sens de l'improvisation assez phénoménal. Kitano brille peut-être, mais pas encore comme l'étoile du music-hall qu'il rêve de devenir. Au quotidien, c'est toujours la dèche. L'estomac creusé, il erre parmi les marginaux d'Asakusa, emprunte quelques billets à un clochard qui le poursuivra pour se faire rembourser. Au vieux temple de Sensoji, le cœur du quartier, il implore les divinités de le rendre célèbre ici, maintenant. Mais les dieux jouent encore avec son destin et il doit accepter des boulots d'appoint pour s'en sortir, comme travailler dans un bain public. C'est là qu'il croise à nouveau des yakuza, car ils sont chez eux à Asakusa. C'est un de leurs fiefs historiques et le milieu du spectacle est sous leur contrôle. Kitano les écoute parler de leurs déboires tout en savonnant leur dos tatoué. Il se prend à penser qu'il est comme eux, qu'il doit se battre pour s'imposer, pour survivre, toujours. C'est alors que Kitano rencontre un autre comédien en galère, Jiro Kaneko, qui lui propose de faire équipe. Désormais, ils se produiront comme les Two Beat, Kitano y accouchant de son nom de scène très jazzy, Beat Takeshi. Nous sommes en 1974 et le nouveau duo comique se lance dans le manzai. Le manzai est alors un genre très populaire, basé sur un numéro de répartie effréné où l'un joue l'idiot de service et l'autre l'esprit futé. Au début, comme on parlait très vite, le public amateur de manzai n'arrivait pas à nous suivre. Ça nous énervait beaucoup. Et on leur disait, si ça ne vous fait pas rire, c'est que vous êtes des nazes. Et le gérant du théâtre recevait plein de lettres disant qu'il devait arrêter de nous programmer. C'était à l'époque où on jouait à Asakusa. Ça a été la période où je me suis le plus amusé. Kitano en profite pour glisser dans ses sketchs ses déboires économiques et ses déconvenues amoureuses. Il n'épargne personne, ni les politiques, ni les enfants, ni même les handicapés. Le public en redemande et il décroche une émission hebdomadaire sur la chaîne nationale NHK. Les dieux ont enfin écouté Kitano. Impossible dès lors d'échapper au trogne des Two Beat qui s'étalent sur tous les écrans de l'archipel. Quand je suis devenu comédien de manzai, c'était l'époque où le Japon était à l'apogée de sa croissance. C'était la période de la bulle économique des années 80. Et donc, à l'époque, tout le monde avait la télévision. Et comme les shows comiques se sont multipliés, c'était dans toutes les conversations des Japonais. Le manzai a rencontré un succès fulgurant à la télé à cette époque. Kitano était tellement demandé qu'il ne dormait plus. La première fois que j'ai joué avec lui, c'était dans un téléfilm. C'était une comédie policière où on formait un binôme. On élucidait des enquêtes, épisode après épisode. Comme il n'avait jamais le temps, il improvisait.
C'était la folie sur le plateau. Mais c'était vraiment drôle. En ce début des années 80, ils sont plus de 15 millions de téléspectateurs à suivre les aventures extravagantes de Beat Takeshi. Le voici qui surgit en Takeshan Man, un super-héros, puis en ballerine ninja, en porc-épic géant ou encore en savant fou. Plus ses déguisements sont grotesques et ses gags absurdes, plus les spectateurs le plébiscitent. C'est comme ça quand même qu'il a fait rire tellement des millions et des millions de Japonais, pendant que l'establishment japonais disait « mais regardez, ce Beat Takeshi, il n'a aucun scrupule, il fait honte à la culture de notre pays ». Nagisa Oshima s'amuse de ces retrouvailles. C'est lui, le réalisateur de l'Empire des Sens, qui a eu l'idée en 1983 de réunir Beat Takeshi et David Bowie dans son film Furio. Ce casting pop et baroque était plutôt osé pour une superproduction internationale tournée en pleine jungle. Furio, c'est la confrontation de deux cultures dans l'enceinte d'un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Beat Takeshi y interprète son premier grand rôle au cinéma, le sergent Hara, un être fruste qui se révèle à la fin du film bien plus sentimental qu'on ne l'imaginait. C'était mon premier rôle au cinéma. J'avais le rôle du sergent Hara. Je suis allé voir le film en me planquant dans une salle à Tokyo. Et lorsque j'apparaissais à l'écran, les spectateurs se mettaient à rire. J'avais un rôle dramatique, mais les gens se marraient en me voyant. Ça a été un véritable choc. Là, j'ai réalisé qu'il me fallait développer cette autre facette de moi-même pour que je devienne crédible dans des rôles comme celui du sergent Hara. En fait, je devais préparer le spectateur à cette nouvelle personnalité pour qu'il commence à m'accepter dans ce nouveau registre. J'ai donc décidé d'exploiter cette autre image à la télévision. Et en parallèle de ma carrière de comique, j'ai aussi commencé à jouer des méchants dans des téléfilms. J'ai enchaîné des rôles de braqueur de banque, de serial killer. Mais ça a pris des années avant que le public accepte que Beat Takeshi avait deux visages. Il fallait que le spectateur comprenne que je n'étais pas juste un comique et qu'il ne se marre pas quand je joue un yakuza. C'était pas gagné. Lorsque Kitano perce comme comédien dans les années 80, Nagisa Oshima lui dit vous avez un style particulier, même comique, qui fait que vous pouvez jouer des rôles très durs, des rôles sombres. Et qu'à mon avis, on va découvrir que vous avez quelque chose de presque shakespearien, qu'il y a du Macbeth un peu chez vous. Et que vous avez cette force aussi de pouvoir à la fois faire du comique et du tragique, du sombre. Kitano va ensuite passer de l'autre côté de la caméra avec Violent Cop, dans lequel il joue le rôle principal. Ce néopolar au plan statique, implacable, sort en 1989. Et c'est une surprise totale, pour le public comme pour la critique. Chacun se demandant qui est le plus dérangé des deux, le réalisateur ou l'acteur. Ce qui n'empêchera pas Kitano de décrocher un prix au Nippon Academy, les Oscars du cinéma japonais. Il est arrivé déguisé en geisha.
dans cette ambiance très protocolaire. Il prend le micro et interpelle un grand acteur, aujourd'hui décédé. Kitano lui dit « Tu es encore vivant ? Crève vite, vieux con !» C'était une blague, bien sûr. Toute la salle était morte de rire. Kitano est un réalisateur à part. Il est unique. Il est devenu réalisateur sans aucune formation. Il n'est même pas cinéphile. Kitano est avant tout un comique. Sur scène, il ne peut pas s'arrêter. Au cinéma, on peut toujours refaire une prise, alors que sur scène, non. Sur scène, il faut être dans le moment présent et toujours avoir le sens du rythme. Du coup, quand on tourne avec Kitano, c'est comme une improvisation de jazz. On doit constamment s'adapter à son tempo. C'est dans Sonatine qu'émerge véritablement le héros kitanien. Il a les traits figés d'un yakuza désabusé, exclu d'un monde qu'il traverse comme une figure de pantomime. Alors, quand Kitano filme sa propre silhouette désincarnée, c'est toujours en l'exposant sous le feu d'une violence imprévisible, primitive, sanguinaire. Il se filme comme il tue, l'arme à la main, et dirige ses acteurs comme des morts en sursis. Car il n'oublie pas que le yakuza est un personnage tragique et que son sort doit être scellé avant même qu'il n'apparaisse à l'écran. Kitano a bien plus appris sur la condition humaine quand il sortait voir des films de yakuza avec sa bande qu'en lisant Sartre sur les bancs de la fac. Encore étudiant, il s'est entiché de ces anti-héros du cinéma, ces marginaux qui s'opposaient à l'ordre établi par la société. Pour toute sa génération, grisée par la rébellion politique ou juste dopée à la testostérone des combats de rue, le vrai rebelle, c'était donc bien cette silhouette longiforme à la figure tailladée, s'avançant dans une ruelle sombre, le sabre ou le revolver à la main. Kitano s'identifiait déjà à ce voyou intègre, qui savait se sacrifier pour sa cause, sa communauté. Même si la cruauté de ces yakuza le mettait aussi parfois mal à l'aise. Moi, je pense pas que les yakuza, comment dire, je pense pas qu'ils méritent de crever comme des bêtes, ou comme de vulgaires cafards. En tout cas, moi, j'ai besoin de montrer ce qui les rend violents. Je n'approuve pas qu'ils usent de la violence pour réussir, mais je cherche à comprendre l'origine de cette violence. Car ils sont eux-mêmes malmenés et n'ont pas d'autre choix. Les yakuza ont très bien intégré le principe du Bushido concernant la vision de la vie et de la mort. Surtout les yakuza de l'ancienne génération. Ils se souciaient de la manière de mourir.
Peu importe si tu te sacrifies pour ton chef de clan ou pour tes frères d'armes. L'être humain ne peut pas choisir de naître, mais il peut choisir de mourir. Même si on a envie de vivre, on ne peut pas toujours le choisir. Mais nous avons au moins un privilège, c'est de choisir sa mort. Si cette comédie dans un cauchemar, comme le définit son auteur, est bien accueillie à l'étranger, au Japon, c'est un échec cuisant qui le laisse abattu. Kitano doute. Lui, qui s'est toujours considéré comme un imposteur, comme un cancer qui ronge le cinéma japonais, doit-il continuer à tourner des films? C'est alors qu'un autre samouraï, une légende mondiale du cinéma, vient lui apporter un soutien inattendu. ピーターさんの作品全部好きでね、面白いですよとても。でなぜねかっていうとね、余計な説明がないでしょ、はい、あれがいいね、ズカズカあれしてることが。どうもね説明が多すぎるよ、日本の映画っていうのは、演技でもね、はい、なんかすごく説明的なとこが多いけど、それが全然ないのがとっても面白いな。すごい独特な Kitano a une façon très particulière de réaliser ses films. Il vient sur le tournage une semaine sur deux. Une semaine, il tourne son film, et la semaine suivante, il enregistre ses émissions de télé. C'est quelqu'un qui dort 3-4 heures par nuit, hein. C'est un hyperactif. Et donc, en fait, il est tout le temps en train de créer. Quand il n'est pas à la télévision, il est en train d'écrire le scénario de son prochain film. Quand il ne tourne pas, il est en train d'écrire un roman, un essai. C'est un hyperactif. Il ne tient pas en place. Un matin, voilà, les Japonais apprennent que Beat Takeshi s'est fracassé le crâne contre une rambarde près du quartier de Shinjuku en scooter de nuit. Et on apprend que Kitano est dans le coma, que c'est très très grave, qu'il a été complètement défiguré. Son visage a été comme refait. Alors c'est quand même un an de soins médicaux terribles, hein, d'opérations successives pour qu'on lui redonne un nouveau visage. C'est un accident que j'ai eu il y a des dizaines d'années. Il y a encore des nerfs qui se réveillent de temps en temps. Mon visage change constamment. Je pense que mon accident était un acte manqué ou inconscient. C'était plutôt lié à une accumulation de choses qui me tombaient dessus. Cet accident, c'est un peu comme si j'avais cherché à me tuer, même si c'était pas vraiment un suicide. Mais toutes les pressions que je subissais à cette époque ont certainement provoqué cet accident. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai foncé comme un fou. D'ailleurs, je me souviens même pas de l'avoir fait. J'étais défiguré et je me suis dit que je ne pourrais plus faire rire les gens. Les gueules cassées des peintures de Kitano témoignent des séquelles physiques et mentales de son accident. Pendant sa longue convalescence,
il s'est mis à peindre des autoportraits meurtris, mais aussi des fleurs mutantes, signe d'une renaissance. Grâce à elles, Kitano a renoué avec la vie. Mais cette vie s'écoule comme un rêve. Depuis son réveil dans sa chambre d'hôpital, le réel est devenu flou, les mots vacillent. Il ne lui reste plus que ses peintures, avec lesquelles il dialogue secrètement. Quand il arrive au Festival de Venise pour présenter Hanabi, Kitano ne sait pas encore que Benzaiten, la déesse bouddhiste des arts, l'a désormais placé sous sa protection. Pour l'heure, il appréhende la réaction de ce public européen. Va-t-il trouver le film trop violent, considérer son romantisme morbide comme un pur cliché japonais? L'esprit de défaite le gagne encore. Alors, quand on lui annonce le verdict du jury, son masque s'anime enfin. Hanabi ritira il premio il regista Takeshi Kitano. Prenez ça dans la gueule, peut-on lire sur son visage quand il exhibe son prix. Cette invective silencieuse s'adresse bien sûr à ces Japonais qui ironisaient tant sur sa sensibilité artistique. Les Japonais, ils ont été quand même assez interloqués de voir Kitano décrocher le Lion d'Or à Venise, être invité à présenter un film à Cannes, ou voir tel film être décoré à Berlin. C'est toujours une surprise pour les Japonais qui le voient toujours un peu comme un bouffon comique. Et là, en fait, quand Kitano revient au Japon avec ses prix en tant qu'homme de cinéma, vous voyez, ça crée une sorte de surprise au Japon. On le redécouvre en tant qu'homme de cinéma. Le Japon est un pays rétrograde. Ici, on ne peut être reconnu qu'après avoir reçu un prix, même si le film est nul. Il faut une étiquette pour se faire respecter. Maintenant que j'ai cette reconnaissance, je suis légitime comme réalisateur. C'est tout. Grâce à son nouveau statut d'auteur international, Kitano cherche à se mesurer à son maître, Akira Kurosawa. L'adaptation des aventures tranchantes de Zatoichi, le légendaire masseur aveugle, va lui permettre de réaliser ce rêve. C'est une production aussi ambitieuse que coûteuse qui permet à Kitano de renouveler le genre du cinéma épique comme il l'avait fait pour le film de Yakuza, avec une totale liberté formelle. À sa sortie, Zatoichi devient son plus grand succès commercial. Enivré par cette réussite, Kitano veut multiplier ses films. Mais il oublie son double télévisuel, Beat Takeshi. Or, l'ogre médiatique japonais réclame, toutes affaires cessantes, la présence de son alter ego. C'est un vrai dilemme pour le réalisateur Kitano, car Beat Takeshi est aussi le garant financier de ses projets cinématographiques. Kitano semble pris au piège. Comment composer avec ce double hystérique qui lui vole son temps et vampirise sa veine artistique? La tension monte entre le créateur et sa marionnette médiatique qu'il ne contrôle plus.
le duel est enfin accepté par les deux parties. L'affrontement se déroulera à l'intérieur d'une trilogie filmique, Takeshi's, Glory to the Filmmaker et Achille et la Tortue. 3 films, 3 rounds. Le combat a bien eu lieu, mais c'est un match nul. Kitano faisant passer Beat Takeshi pour un amuseur paumé et dépressif, tandis que ce dernier parodie sans retenue la figure emblématique de Kitano et de ses films consacrés. Pendant le tournage de Takeshi's, j'ai senti qu'il était attiré par la mort. Je me suis vraiment inquiétée pour lui. On aurait dit qu'il lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Je voyais bien qu'il avait des pensées suicidaires. Comme j'ai échappé à la mort, peu importe si je ne vis plus très longtemps. Je n'aurai pas de regrets si je meurs demain. Depuis mon accident, je ne m'impose plus de limites. Et je fais des films comme j'en ai envie. C'était déjà le cas, mais c'est encore pire maintenant. Le cinéma et la télé n'offrant plus de résistance à ces agressions formelles, Kitano cherche une autre ère de jeu de massacre. Ce sera celui de l'art. Lui, qui au lendemain de son accident de scooter, projetait de se lancer dans une carrière artistique en jouant au peintre fou, va donc, 15 ans plus tard, pouvoir revêtir sa panoplie d'artiste toqué. L'initiative en revient à la Fondation Cartier, avec la proposition de mettre en scène toute son excentricité artistique dans une exposition intitulée « Gosse de peintre ». Beat Takeshi transforme alors le musée en un véritable parc d'attractions, où des chimères guerrières toisent les fleurs composites d'un ikebana mutant. The Beat, pratiquant ici un art du détournement total, n'épargnant ni le statut de l'art contemporain, ni son propre rang d'artiste honoré. Pour ce qui est de la peinture, je suis autodidacte. Je n'ai jamais appris à peindre. J'essaye toujours de dessiner comme un enfant. Mais je ne cherche pas à imiter les dessins d'enfants. Je veux juste que le résultat soit un dessin qu'un enfant aurait pu faire. Je fais des gribouillages, comme ceux qu'on voit dans les chiottes. Des gribouillages de gamins. On veut toujours donner une belle image de soi, montrer qu'on est cultivé. Mais moi, je veux éliminer tous ces artifices et ne montrer que ce qui est vrai. Je veux éliminer tout snobisme et ne pas tricher. Je montre ce dont je suis capable, sans camouflage. J'aime beaucoup ce que j'ai fait cette fois-ci. Mais si on me dit que ce n'est pas de l'art, ça ne me gênera pas. C'est un homme vraiment étonnant, quoi. Kitano, il
il est surprenant et il ne cesse de surprendre. Il va jouer le rôle d'un comique dans une comédie romantique. Puis tout d'un coup, 2 mois plus tard, on le voit sur tous les écrans du monde, aux côtés de Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell. Puis quelques mois plus tard, il revient dans sa série Outrage en tueur fou. Trois jours plus tard, alors que le film vient de sortir, il est sur l'écran, il est en salopette en jean, en train de parler de médecine. Donc c'est un homme multifacette, tous azimuts. Step here. Bonjour. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice meeting you. Hi. So, Welcome. My name is Hanafuda Ayaya Trump. Nice to meet you. Nice to meet you. Après ma nomination à la gouvernance de Tokyo, Monsieur Kitano est venu me voir. Il est arrivé avec toute la mise en scène qui le caractérise. Monsieur Kitano a un humour assez cynique. Pour lui, le rire n'est pas juste une forme de divertissement. Les Japonais sentent la présence d'un message plus profond derrière le rire. Il a cette capacité de toucher le cœur des gens. C'est un véritable artiste. Mais quelqu'un d'aussi turbulent, je ne l'aurais pas voulu comme grand frère. Takeshi Kitano semble se réincarner sans cesse, afin d'accomplir un nouveau cycle de travail, de création. Mais toutes ces vies qu'il mène de front le laissent toujours insatisfait. Il sait qu'il n'a pas comblé les attentes de sa mère et devenir l'ingénieur dont elle rêvait. Cette mère qui ne comprenait rien aux blagues absurdes de son Takeshi, pourtant si prisé de ses millions de fans japonais. Mais Kitano espère toujours aujourd'hui réaliser quelques-uns de ses rêves d'enfance. Explorer le mystère des fonds marins, comme le faisait à la télé le commandant Cousteau, son héros de jeunesse, et puis rejoindre les étoiles, le corps blotti, dans la fusée d'un manège enchanté. J'aimerais préserver indéfiniment ma sensibilité d'enfant. Aussi mature, aussi riche que je devienne, je veux rester intègre et fidèle à moi-même, à ma vérité. À 70 ans, il est resté ce gamin fripouille des quartiers populaires de Tokyo. Il a un charme irrésistible. Il fait toujours son gag où il se cogne à quelque chose. Il fait l'imbécile, comme un gamin. Même quand on est à table, il se cogne avec sa cuillère, comme un gosse. On est resté proches encore aujourd'hui. Et je le trouve tellement mignon.
Pour un comique comme moi, le meilleur compliment, ce serait d'être qualifié de citoyen le plus minable. À ma mort, le Japon sera meilleur, et ce sera tant mieux. Et si le monde entier devient meilleur, alors là, ce sera la consécration.